Voilà, bonjour à tous et toutes, mes chers amis, bon réveil. Voilà, nous allons essayer de faire en sorte que cette heure qui s'annonce ne vous fasse pas prolonger la nuit dans ces fauteuils qui sont très confortables. Donc je remercie Marc-André Sellos d'être venu spécialement ce matin pour nous parler d'une passion qui est particulièrement originale. Et la première question qui s'impose, c'est de lui demander comment il en est arrivé au tanin. Hein. Et puis ensuite, on aura donc tout ça. Et à la fin de la conférence, on pourra le retrouver au Salon du Livre pour une rencontre autour de ces livres. Donc je vous fais évidemment la présentation de ce livre qui s'appelle Les goûts et les couleurs du monde, qui est donc un livre de saison, puisqu'il y a tout un chapitre que j'ai découvert récemment sur la transformation du paysage des forêts par la décoloration des feuilles et par donc cette arrivée du rouge dans ce monde du vert. Je pense qu'il y a pas mal de Vosgiens ici. Donc, ils sont sensibles à ça. Merci encore à vous. Et donc, pourquoi les tanins? Comment ça vous Alors, a... c'est l'occasion de vous avouer que je connais rien aux tanins. Moi, je suis pas du tout spécialiste des tanins. Je suis mycologue de champignons. Mais j'enseigne à de futurs enseignants de biologie, donc à des étudiants qui préparent le CAPES ou le plus souvent l'agrégation. Et souvent, ils posent des questions assez ouvertes. Pourquoi les feuilles sont brunes? Pourquoi il y a des changements de couleur en automne? Pourquoi? Et en fait, très souvent dans mes réponses, mais ça je ne m'en étais pas trop aperçu, je convoquais les tanins dont je vais vous parler. Et un jour, il y a une promotion où ils se marraient chaque fois qu'il y avait une question. S'ils avaient parié entre eux, j'allais dire tanin dans la réponse parce qu'il y avait toujours tanin. Et ça cet amusement de mes étudiants a cristallisé ma prise de conscience. Et ça a imbibé ma vision du monde et ça montre que des fois, les questions des plus jeunes permettent de faire mûrir les plus vieux. Mûrir, d'ailleurs, c'est une question de tanin, vous allez voir. Je pense que vous avez compris que notre travail d'enseignant-chercheur, c'est un travail qui est double, hein, qui est d'ailleurs que l'on fait avec vous en ce moment et qu'on fera avec quelques questions. Hein. Ce sont des questions qui nous arrivent de la société et qui vont nous faire bifurquer vers telle et telle direction. Et donc ce matin, les tanins. S'il y en a dans le café, dans le thé, c'est à vous. Bah, il y en a surtout partout, là. Moi, je ne vois que ça. Alors, je pense qu'à cette étape, évidemment, c'est peut-être pas complètement explicite pour vous. On va y aller doucement. Et je vais commencer par vous raconter une histoire qui est arrivée à des antilopes, des koudous très exactement, d'Afrique du Sud. On les avait parquées dans des réserves pour les protéger de la chasse. Et là, elles sont mortes intensément. Il y a eu des milliers d'animaux qui sont morts dans les réserves. Alors qu'autour, bah, il y en a qui mouraient de la chasse, mais au total, il y en avait beaucoup moins qui mouraient. Que s'est-il passé? Ces animaux-là mangeaient des acacias, et ce que vous appelleriez, vous, des mimosas vulgairement. Et en fait, ces acacias finissaient, à force d'être broutés par ces animaux qui ne pouvaient plus circuler puisqu'ils étaient dans des réserves, ces acacias, disais-je, finissaient par accumuler des tanins, il y a 15% du poids sec, finir par tuer les koudous. Les tanins, ça tue. Alors je vois votre réaction. Hier soir, vous avez bu du vin. Ce matin, vous avez pris du thé ou du café. Peut-être y avait-il du chocolat. Là-dedans, le verra, il y a des tanins et vous n'en êtes pas mort. Il va falloir qu'on résolve ce problème. Pourquoi êtes-vous là alors que vous avez mangé des molécules qui peuvent tuer des antilopes? La réponse, c'est plus compliqué que le fait que vous n'êtes pas des antilopes. Donc, disais-je, les tanins, ce sont avant tout des protections des plantes. Et je vais prendre un exemple avec des tanins qui parfument la vodka à l'herbe de bison. Le hierocloa à l'herbe de bison contient de la coumarine, qui est un composé qu'on retrouve dans les mélilos et dans tout un tas de plantes, qui remplace d'ailleurs avantageusement la vanille en production locale, dans toutes les spécialités à la vanille. Et au-delà de cette histoire-là, la coumarine, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, une molécule qui se volatilise du foin fraîchement coupé, qui explique la très bonne odeur du foin peu après qu'il soit coupé. Alors ce composé très aromatique, à petite dose, il est agréable, notamment dans des préparations alimentaires, mais en réalité, la coumarine et ses dérivés sont toxiques à partir d'une certaine dose. Ce sont tout simplement les composés des raticides. Parce qu'ils interfèrent avec les protéines de la coagulation,
Ils empêchent la coagulation et en fait les animaux meurent d'hémorragie interne ou d'hémorragie externe à cause de ça. Donc la dose de tanin est très importante. D'ailleurs, ça avait conduit l'administration américaine à interdire l'importation de la vodka à l'herbe de bison sous prétexte que la molécule était toxique. Bon, l'eau aussi, hein, je veux dire, à partir de 200 litres d'eau par individu et par jour, on en meurt. Hein. Donc il y avait un peu de mauvaise foi, mais il est vrai que l'excès de coumarine n'est vraiment pas bon pour la santé. Mais dans la vodka à l'herbe de bison, je crois que c'est surtout l'alcool. Alors, les plantes synthétisent souvent des tanins. Par exemple, là, vous avez des déformations qu'on a sur les feuilles de tilleul ou d'érable, hein, des petites déformations rouges qui sont en fait des galles d'acariens. Il y a des tout petits acariens qui vivent à l'intérieur. Et la plante, pour se défendre, vous allez voir que ça ne sert à rien, mais bon, attaquer, pour se défendre, la plante, elle accumule des tanins rouges. Voilà. Les tanins, on les connaît aussi dans les noyers. Et d'ailleurs, le ruissellement de la juglone, le tanin des noyers, est herbicide et il explique que certaines plantes, pas toutes, ne poussent pas sous le noyer. Ce sont des tanins qui sont lessivés par la pluie sur les feuilles ou qui sont émis par les racines d'ailleurs. Bref, c'est herbicide à haute dose. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les tanins ? C'est, dans ma définition, qui est un peu plus large peut-être que celle de certains chimistes, c'est toutes les molécules qui, dans leur formule, contiennent au moins un phénol. Ou ici, c'est les phénols et les polyphénols. C'est une famille de molécules chimiques qui a une homogénéité dans sa formule chimique qui est de contenir un motif phénol. Et vous allez me dire, et alors, pourquoi ça tue ? Pour ça, je voudrais convoquer l'impression que vous avez eue quand vous avez consommé des fois des vins un peu jeunes, des vins tanniques, des vins riches en tanins. Vous avez une impression d'astringence en bouche. Qu'est-ce que c'est que cette astringence en bouche ? C'est juste que les tanins s'accouplent, s'associent aux protéines, les déforment et les empêchent de fonctionner. Or, votre bouche est lubrifiée par des protéines. Vous rajoutez des tanins, les protéines lubrifiantes disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous sentez ce que vous êtes. Rude, rugueux de la bouche. Et dans une illusion entretenue par les protéines de votre salive, qui vous donne l'impression que c'est tout doux et tout tendre là-dedans. En fait, c'est rugueux. Donc, cette impression-là, elle vous rappelle que les tanins s'associent aux protéines et que ça les déforme et que ça les rend inopérantes. En l'occurrence, elles ne lubrifient plus votre salive quand vous avez pris un aliment légèrement tannique. Bon, on appelle ça l'astringence. Okay ? Mais évidemment, l'astringence, ça ne tue pas. En fait, il faut voir les choses différemment. Quand vous mangez des aliments végétaux comme des petites prunelles ou des kakis un peu jeunes et que vous avez une très forte astringence en bouche, il reste plein de tanins qui sont libres quand même, après avoir que quelques-uns se soient fixés sur la salive, pour aller se fixer sur les enzymes digestives. Et les enzymes digestives ne fonctionnent plus. Elles sont fixées à des tanins et dénature, comme on dit techniquement. Et voilà pourquoi, quand vous abusez de fruits, vous avez une diarrhée. Ou en tout cas des sels plus liquides. Vous ne digérez plus bien. Donc c'est le cœur de l'histoire, c'est que ça abîme les protéines. Et si jamais même il y a des tanins qui rentrent dans l'organisme, alors ils vont abîmer les protéines du foie et des reins. C'est ce qui est arrivé aux Koudous et c'est de ça dont ils sont morts. C'est que les protéines de leurs cellules rénales et hépatiques ne fonctionnaient plus très bien. Donc en fait, voilà. Alors, vous savez cette histoire-là, parce que les tanins du thé ou les tanins du vin, vous les sentez moins quand vous avez un repas avec le vin, parce que les protéines des aliments captent les tanins et donc vous sentez moins l'astringence, parce qu'il y a moins de tanins libres pour interagir avec les protéines de votre salive. Et vous savez que quand vous rajoutez du lait dans le thé, brutalement, il s'adoucit. Brutalement, il change. La légère astringence et la légère amertume disparaissent, parce que les tanins sont fixés. Et ça, cette avidité des tanins pour les protéines, vous la connaissez au moins par ces deux réactions alimentaires-là. C'est donc les choses qui tuent les Koudous au niveau de leurs reins et de leur foie, ou les rats en interagissant avec les protéines de la coagulation, mais c'est aussi quelque chose qui, historiquement, nous raconte le lien de l'homme au tanin, car après tout, les tanins, c'est pour tanner les cuirs qu'on les a mobilisés d'abord, et qu'on les a nommés d'ailleurs. Suivez-moi. L'idée est que le cuir, c'est du collagène. C'est pas la kératine, c'est pas la couche dure de la peau. Non, non, non. C'est du collagène. Le collagène, c'est mou, ça craque. Les rides, vergetures. C'est une protéine qui est un peu mollassonne. Et donc, on la fait interagir avec des tanins et on fait un complexe tanin-protéine qui a une double intérêt.
D'abord, il est plus résistant mécaniquement, et deuxièmement, il est plus dur à décomposer pour les microbes. Voilà l'histoire du tannage, qui d'ailleurs nous explique l'origine du mot. On utilisait l'écorce des chênes pour faire ça. Et le chêne, les Gaulois appelaient ça le tan ou tan. Et en fait, le tannage, c'est utiliser du tan pour faire du cuir. Et les tannins, c'est les principes actifs. Alors, comme ce mot est celte d'origine et gaulois, il est peu utilisé, et puis que c'est un mot technique, de toute façon, c'est dégueulasse et ça pue, le tannage. Hein. Donc, c'est pas un truc noble, donc la langue noble s'en est peu emparée, et l'usage ne s'est pas vraiment fixé de savoir si on met 1 ou 2 N à tannin. Les deux, d'ailleurs, sont tolérés. Comme beaucoup de mots d'origine gauloise, ils sont peu fixés au départ dans le langage savant. Et tannin, ça peut s'écrire avec 1 ou 2 N. Moi, j'en mets toujours 2 parce que tous les dérivés ont 2 N. Tannifère, tannique, etc. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans les régions où on n'a pas de chêne, on utilise d'autres arbres à tanin. Et notamment, dans la région germanique, on utilise les sapins comme Tannenbaum. Et voilà comment, par le tannage, le nom du chêne est devenu celui, en allemand, sapin. Bon, bref, ils sont avides de protéines. Ça altère les fonctions des protéines, notamment des protéines digestives. Et vous avez vu au passage qu'ils ont parfois des couleurs ou du goût. On va y revenir. Bon, c'est tout simplement ça, les tannins. C'est pas très compliqué. C'est tous les phénols et les polyphénols qui ont plus ou moins des propriétés protectrices contre les agresseurs de la plante par le biais d'une interaction avec les protéines. Mais il y a d'autres protections, j'y reviendrai. Je voudrais d'abord que vous compreniez qu'on peut quand même s'en protéger. Par exemple, les plantes qui contiennent des tannins, elles n'en sont pas indisposées. Pourquoi ? Alors, je vous emmène en cours de SVT ou de sciences naturelles. Peler la pelure d'oignon rouge, là, hein, ça vous l'avez sans doute fait. Et quand on regarde au microscope, on voit très bien les cellules avec leurs parois qui les limitent. Et on voit très bien que dans les cellules, il y a une zone blanche, là c'est là qu'il y a le liquide cellulaire, et une zone colorée, ça c'est un compartiment qu'on appelle la vacuole, qui est isolé du reste, et où la cellule met tous ses déchets et toutes les molécules toxiques. Et c'est en particulier là qu'elle met les tannins rouges qu'il y a dans la pelure d'oignon rouge. Donc il y a une séparation physique entre la cellule et les protéines qui fonctionnent, et la réserve de cochonnerie, qui va évidemment, si un agresseur détruit la cellule, être libérée et nuire à l'agresseur sans avoir auparavant nui à la cellule elle-même. La vacuole est donc un site de stockage des déchets et des toxines qui est propre aux végétaux et qui explique que les végétaux soient si toxiques quand les animaux, eux, qui n'ont pas de vacuole, le sont guère. Plutôt exceptionnellement. Alors maintenant, comment font les herbivores pour s'en débarrasser ? Ça, c'est une question importante parce qu'il y a des animaux qui mangent du coup des tannins. Alors, d'abord, ils peuvent les inactiver. Et je vais prendre l'exemple du castor, qui lui alors, a une alimentation très riche en tanins. Hein. Inutile de vous dire que là, on est plutôt vers 10% de tanins en pois sec. Hein. Et alors d'abord, ça imprègne ses dents. De même que les buveurs de café et de thé finissent par avoir des dents, les mailles des dents colorées, ça colore ses dents. Mais c'est pas ça qui pompe tous les tanins. Hein. C'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, il a des tanins dans la bouche tout le temps. En réalité, lui, comme beaucoup d'herbivores, sécrète des protéines salivaires qui sont extrêmement affines pour les tanins et qui vont en fait les immobiliser, les piéger, avant que l'alimentation n'arrive dans l'estomac et l'intestin. Et les ruminants, en plus, les microbes du tube digestif s'en occupent, mais quoi qu'il en soit, là, finalement, les tanins ne sont plus actifs quand ils arrivent en présence des enzymes digestives. Ils ont été inactivés avant. On peut aussi éviter de les prendre. Alors, vous comprenez que c'est un peu difficile vu qu'il y en a dans toutes les cellules, mais ce n'est pas difficile pour un tout petit acarien qui, lui, va être capable, face aux cellules, de choisir où est-ce qu'il pique. Pas piquer dans la vacuole. Il va juste piquer là. Et la plante aura beau accumuler des tanins, les fameux tanins rouges qui faisaient la gale et la déformation de la feuille tout à l'heure, il ne se passe rien. Enfin, la dernière solution, c'est la reconduite à la frontière. C'est une solution assez merdique, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas faire ça massivement. Bah oui, ça coûte beaucoup plus cher physiologiquement que ça ne rapporte en termes d'efficacité, il faut en être conscient. Oui. Alors, ça, c'est ce que nous faisons sur les petites doses nous-mêmes. Par exemple, le pissenlit, on se relève pour faire pipi quand on est au lit. Les pisse-mémés, effectivement, sont diurétiques.
quand on mange des végétaux riches en tanins, et d'ailleurs aussi éventuellement quelques autres toxines, eh bien, on fait beaucoup d'urine pour évacuer tout ça assez vite. Mais c'est une stratégie qui est une stratégie marginale qu'utilisent par exemple les omnivores après avoir bien choisi leurs alimentations, pas trop tanniques, eh bien, le peu de tanin qui rentre ressort. Voilà. Donc, ces tanins, les végétaux les compartimentent pour éviter de s'en auto-intoxiquer et il y a plusieurs stratégies d'inactivation, d'évitement ou de rejet qui permettent aux animaux d'arriver à gérer plus ou moins bien ça. Enfin, je ne vous recommande pas, vous, de manger que de l'herbe. D'ailleurs, c'est un peu vomitif. Que font les chats quand ils mangent de l'herbe, hein, c'est pour vomir les boules de poils qu'ils ont dans l'estomac. Donc, je ne vous recommande pas trop ça. En tout cas, vous voyez que par une coévolution, certains animaux finissent par s'en foutre complètement, par contourner complètement les tanins. Maintenant, revenons à la plante. Pour la plante, c'est un vrai couteau suisse, les tanins, parce que ça sert à plein d'autres choses qu'à se protéger des agresseurs. Regardez plutôt. Vous avez souvent des jeunes pousses colorées. Alors, vous pouvez faire l'expérience sur du rosier ou sur du charme. Vous goûtez la feuille verte, ça a le goût de salade, ça a le chlorophylle. Vous goûtez cette feuille-là, elle va être amère, astringente. C'est bourré de tanins, et des tanins qui sont colorés en rouge. Pourquoi? Ces jeunes pousses, vous le voyez, n'ont pas encore fini de grandir, elles sont tendres, c'est le meilleur à manger. Hein, vous mangez des asperges, par exemple. On mange des breads à La Réunion, c'est les jeunes pousses qu'on mange, parce que c'est tendre. La plante n'a pas durci puisqu'elle est en train de grandir. Alors c'est le plus appétissant, en plus c'est très riche en protéines, et il faut protéger ça, parce que c'est les parties en croissance, donc c'est l'avenir de la plante. Alors d'abord, la première protection, c'est une protection contre la lumière. C'est-à-dire que la lumière arrive, et vous voyez que le rouge est renvoyé, tandis que les autres longueurs d'onde sont absorbées. Ça veut dire ça qu'il y a une partie qui est renvoyée qui ne fera pas de dégâts, une sorte de crème solaire si vous voulez, puis une autre partie qui est absorbée par les tanins. Donc les tanins absorbent cette énergie, ça évite qu'elle n'aille faire des dégâts dans l'ADN. Alors, cela dit, entre nous, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça absorbe surtout dans l'ultraviolet. Et ça, vous ne le voyez pas parce que vous ne voyez pas dans l'ultraviolet. Bon. Donc ça absorbe tous les rayonnements lumineux, y compris les ultraviolets, et une bonne partie qui est absorbée. Ensuite, les molécules se désexcitent en émettant de la chaleur. Ça, c'est génial, parce que les jeunes pousses, c'est au printemps, elles sont hors de la plante, elles risquent le gel, et elles peuvent gagner 1 ou 2 degrés par rapport à la température ambiante, et ça peut les sauver d'un gel. Or, une protection. Protection donc contre la lumière dans les UV, contre les coups de froid, et puis c'est pas tout. Protection contre les animaux qui pourraient vouloir manger ces parties qui sont très tendres. Et en fait, cette protection est une protection intéressante parce que comme c'est coloré, les animaux apprennent à l'éviter. Et oui, c'est un signal qui peut être évité, donc c'est préventif. C'est bien de tuer ses adversaires, mais le mieux est de ne pas tomber en une victoire à la Pyrrhus. Voilà. Vous voyez que, en fait, là, vous les voyez multifonctionnels. Et c'est souvent comme ça qu'il faut les penser. Tiens, un autre exemple. Quand vous meurtrissez un fruit, typiquement une pomme, il brunit. Ça, c'est les tanins. Pourquoi? Les tanins réagissent, dans les cellules détruites, les tanins réagissent avec les protéines puisqu'ils sont libérés. Ça fait des complexes tanin-protéines qui s'oxydent en présence d'oxygène et qui brunissent. Voilà la raison du brunissement du végétaux meurtri. Eh bien, ce brunissement, il est antioxydant puisqu'il consomme de l'oxygène, il évite un gros afflux d'oxygène dans les tissus sous-jacents auxquels ces tissus-là ne sont pas préparés puisque normalement ils sont plus à l'intérieur, plus protégés de l'oxygène. Ça détruit les radicaux libres, je ne rentre pas dans les détails, mais cet influx d'oxygène provoque la formation de radicaux libres, les tanins les détruisent, et puis c'est le début d'une cicatrisation parce que ça fait une espèce de peau, de revêtement qui est un complexe tanin protéique brun qui est une sorte de croûte cicatricielle et qui permet à la plante de se protéger au moins un peu. Vous voyez de nouveau une réponse multifonctionnelle. Cette réponse explique le brunissement des végétaux, mais pas que. Vous savez que les champignons changent souvent de couleur au toucher. Par exemple, certains bolets, pas des Vosgiens qu'on explique ça, bleuissent. Et c'est simplement les tanins antioxydants qui sont présents là, eux, quand ils sont oxydés, ils deviennent bleus. Donc quand ils ont absorbé l'oxygène, quand ils l'ont inactivé en réagissant avec, ils bleuissent. D'autres champignons jaunes. Certains verdissent, mais c'est la même histoire. Donc il faut comprendre les tanins comme des composés de défense contre
tous les stress possibles, lumineux, thermiques, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, la plante en fait d'autant plus qu'elle est stressée. C'est pour ça que les grands crus de thé, arbustes de sous-bois, sont obtenus, de sous-bois tropical, en altitude, au froid et à la lumière. Ça fait plus de tanins, et donc ça va avoir beaucoup plus de qualité aromatique qu'un thé qui est élevé dans son aire d'origine. Je vous rappelle que la vigne est une liane qui pousse les pieds dans l'eau dans les forêts riveraines ou dans des forêts extrêmes, aux sols extrêmement humides. Nous la mettons en pleine lumière dans des sols secs. Eh bien, elle fait plein de tanins. C'est ça qui fait l'intérêt du vin. C'est ça qui fait les qualités organoleptiques du vin. On y reviendra. Donc, c'est un composé de défense aussi contre des stress non biologiques. Mais ce n'est pas tout. Vous avez remarqué quand même que ces tanins sont parfois colorés. Et en fait, c'est une façon pour la plante de faire de la couleur aussi. De la couleur pour dire attention, ça ne se mange pas, mais aussi de la couleur pour les fleurs et les fruits. Alors, la première couleur qu'on a, c'est ce bleu à rouge, là, c'est les anthocyanes. Vous voyez, quand vous voyez des fleurs, toutes les fleurs qui sont rouges ou bleues, elles abritent des anthocyanes. Raté, on va commencer par les fleurs jaunes ou blanches. Ben, c'est aussi des tanins, c'est des flavonoïdes. Alors les flavonoïdes sont jaunes ou blancs. C'est notamment le cas de ces fleurs blanches qui jaunissent en vieillissant, quand les flavonoïdes s'oxydent. En fait, il faut que vous vous disiez que ces fleurs blanches, elles ont des couleurs chatoyantes dans les ultraviolets, que vous ne voyez pas, mais que les insectes voient bien. Les couleurs des flavonoïdes s'étendent largement dans l'ultraviolet et parlent aux insectes. Et pour vous, souvent c'est blanc, parfois c'est jaune, mais quand c'est blanc, ça jaunit en vieillissant. Bon, donc il y a les tanins blancs et jaunes, il y a les tanins rouges et bleus. Alors j'y viens, c'est mes fameuses anthocyanes. Les anthocyanes, en fait, leur couleur dépend du pH. Si la vacuole où elle se trouve est acide, eh bien, c'est rose. Si vous êtes à pH neutre, c'est bleu. Et puis, mais ça, c'est jamais utilisé dans la physiologie des plantes, si vous passez dans des milieux savonneux, ça devient vert puis jaune. Ça, vous pouvez le faire avec du vin. Prenez 3 verres de vin. Dans un verre de vin, vous rajoutez juste de l'eau neutre, de la Vittel, ou de la... Non, Vittel, peut-être pas. De la Volvic, vraiment, vraiment neutre. Dans une autre, vous mettez une goutte de vinaigre. Et dans le troisième verre, vous mettez une goutte de savon. Du savon, pas liquide, mais du savon en pain. Et puis, vous ne voyez rien, parce que dans le verre, on ne voit pas de différence de couleur. Vous mettez ça sur un tissu. Votre vin rouge, il devient beaucoup plus rose avec du vinaigre, beaucoup plus bleuâtre avec du savon, et avec du déboucheur liquide, par contre, alors là, c'est très basique, devient vert. Mais il faut le mettre sur un Kleenex pour s'en apercevoir. Pas bien les choses. Ok, alors ça vous rappelle toutes ces fleurs qui changent de couleur au cours du développement, simplement parce que le pH, l'acidité de la vacuole où elle se trouve, change au cours du développement. Très fréquent qu'il y ait ces changements colorés. Maintenant, il y a un des grands mystères, un des grands grâles du jardinage, qui est d'avoir des hortensias bleus. Et on vous dit, pour avoir des hortensias bleues, il faut un sol acide. Ah zut. En fait, il faut bien savoir que les composants minéraux, et notamment l'acidité, les protons du sol, ne rentrent pas dans la plante. Elle régule tout ça. C'est elle qui décide ce qui se passe dans la vacuole. Simplement. Il y a une autre chose, c'est que en présence de métaux comme de l'aluminium, les anthocyanes deviennent bleus. Donc les hortensias, ils sont bleus quand il y a de l'aluminium qui peut rentrer dans l'hortensia parce que c'est toxique et les plantes entassent ça dans la vacuole. Et ça fait bleuir les anthocyanes. Quand est-ce qu'il y a de l'aluminium? Alors déjà, il faut un sous-sol alumineux. Granit, schiste. Calcaire, il n'y a pas trop de risques, même sur des argiles, bien qu'il y ait de l'aluminium dans les argiles, il est très peu libéré. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que cet aluminium il puisse bouger dans le sol. Or, l'aluminium n'est mobile dans le sol qu'à pH acide. Et nous y voilà. Il faut qu'il y ait des ions aluminium dans le sol et que le pH soit acide. Et alors, les aluminium bougent, arrivent à rentrer dans la plante, et la plante le balance dans les vacuoles, notamment les vacuoles des pétales qui vont bientôt tomber, et ça bleuit. Vous voulez avoir de superbes hortensias bleues, allez aux Açores.
Il y en a, c'est une plante, c'est une mauvaise herbe là-bas, hein, ça fait la limite entre les pâturages, et c'est d'un bleu incroyable à faire pâlir d'envie tous ceux qui balancent des solutions de sulfate d'aluminium dans leur sol, et ça sert à rien parce que le sol n'est pas acide, donc l'aluminium ne sera pas mobile. Ah, c'est dur les anthocyans bleus, mais ça nous raconte qu'il y a deux façons d'être bleu pour les anthocyanes. L'acidité, enfin l'absence d'acidité en l'occurrence, et les ions lumineux. On a la même chose comme signal pour attirer les animaux vers les fruits, animaux qui disperseront les graines, n'est-ce pas? On a les anthocyanes dans leurs deux formes, voire même qui changent de couleur par changement de pH, simplement, de la vacuole, au moment de la maturité des fruits. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, puisqu'on parle de fruits, les flavonoïdes aident aussi à disperser les fruits. Il y a des fruits qui sont jaunes. Et alors, ces fruits jaunes, c'est ceux qui, quand vous les cuisez, ils deviennent roses ou jaune doré. Vous avez peut-être vu ça avec des bananes ou avec des poires. Parce que vous oxydez les flavonoïdes, et quand ils sont oxydés, ils deviennent roses ou jaune vif. Vous les oxydez à la cuisson. Donc voilà, les flavonoïdes sont aussi, et les anthocyanes sont des signaux, et pour attirer les animaux vers les fruits, et pour attirer les pollinisateurs. Il y a même des phénols, qui, comme le phényléthanol, qui contribuent à l'odeur, qui est aussi quelque chose d'attractif, l'odeur de la rose, ou l'odeur des litchis, ou l'odeur et le goût du Gewürztraminer. Et le phényléthanol, tout ça sans la rose. Vous voyez tous ces pouvoirs signalétiques, cicatrisants, antioxydants et photoprotecteurs. C'est vraiment un couteau suisse pour la plante, c'est souvent multifonctionnel, et pour nous, ça parle à nos sens. Et ça, on va en reparler. On va en reparler, mais avant, il faut qu'on passe par la dimension écologique des tanins. Là, on va sortir de la plante maintenant, et on va regarder qu'est-ce qu'ils font dans les écosystèmes. Et vous allez voir qu'ils font pas mal de choses, notamment le sol. Et là, ça va nous ramener au thème de l'année. Je voudrais d'abord vous montrer que les plantes construisent avec des tanins. Il y a tout le temps des parties rigides dans les plantes, que ce soit les troncs, les branches ou les nervures des feuilles. Ces parties rigides, pourquoi sont-elles rigides? Prenez un tronc par exemple. En réalité, ce sont que des cellules mortes, ça. Mais elles sont mortes en édifiant une paroi autour d'elles qui persiste et qui est le bois. Quand vous regardez ces cellules, là, vous voyez qu'il n'y a plus rien au milieu. Et puis il y a cette paroi, et ici on a coloré la paroi avec deux colorants. Un qui colorie la cellulose. Bon, c'est mou la cellulose, hein, c'est le composant du papier. Et l'autre qui colore le second composant, la lignine, en vert. La lignine, c'est un rigidificateur qui fait que le bois est rigide, qui fait que le bois est dur. Et c'est ce qu'on retire d'ailleurs quand on fait de la pâte à papier. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la formule de la lignine. C'est une molécule extrêmement complexe, hein, très très irrégulière, qui est une vraie résine, qui fait durcir la cellulose. Mais regardez, vous les voyez les motifs phénol? Ici et là, alors ils sont méthylés parfois, mais vous voyez, vous avez des motifs qui traînent, des motifs phénoliques. Il y en a un là, il y en a encore un là. La lignine, c'est un phénol, un polyphénol géant, c'est un tanin géant. Alors là, la lignine, il y en a dans les écosystèmes. Hein. De même, l'écorce, ou les surfaces des petites plantes annuelles, hein, c'est la même chose. En surface, il y a des composés imperméables qui empêchent que la sève ne fuit. Ces composés, dans l'écorce en particulier, vous les avez dans les petites cellules de l'écorce, qui, pareil, sont des cellules qui sont mortes en mettant en place une paroi qui a le rôle d'écorce. Et dans l'écorce, il y a énormément de subérine. La subérine, c'est aussi un tanin géant. Il est très imperméable. Il est non seulement imperméable, mais il est isolant. Il est bon contre l'excès de froid ou l'excès de chaleur. Et il brûle très mal. C'est très bon en cas d'incendie. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise comme isolant ou pour son imperméabilité quand on fait des bouchons. Avec le liège qui est de l'écorce de chêne-liège. Donc, pour maintenant mettre des chiffres là-dessus, la lignine et la subérine, c'est 20 à 40% de la biomasse végétale qui elle-même est 90% de la biomasse des écosystèmes. Voilà les choses. Vous rajoutez 2 à 15% de tanins vacuolaires et vous vous apercevez qu'en fait, les tanins, c'est la famille de molécules la plus répandue après les glucides, bien avant les protides, bien avant les lipides. C'est tout simplement au moins un quart de la biomasse qui vous entoure. Si vous me faites le plaisir de lire mon livre, vous verrez que c'est vrai dans l'océan aussi, mais
restons sur Terre. Restons sur Terre et venons-en au deuxième aspect écologique. Là, je viens de fabriquer des paysages. Je viens de fabriquer la biomasse qui nous entoure d'une certaine façon avec des tanins. Mais maintenant, je vais vous parler, comme vous le disiez en introduction, de ces jolis changements colorés qui s'opèrent sur les feuillus en automne. Ils rougissent ou ils jaunissent. Alors souvent, on me dit, bah oui, ils jaunissent parce que la chlorophylle disparaît. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de réactions où la plante est en train de récupérer tous les composants de la feuille qui va tomber. La chlorophylle est détruite. Mais autant en retirant la chlorophylle, on peut obtenir du jaune, autant en retirant le vert, on ne peut pas obtenir du rouge. Car si rouge il y avait avec le vert, rouge et vert, souvenez-vous de vos essais de peinture quand vous étiez enfant, rouge et vert, ça fait kaki noir. Donc il n'y avait pas de rouge, il est apparu. Et d'ailleurs, il est très intéressant de déguster ces feuilles. On voit très bien que quand le vert disparaît, la chlorophylle disparaît, le goût de salade disparaît. Faites ça sur du hêtre, faites ça sur du chêne, faites ça sur du charme. N'allez pas faire ça sur du bizarre. Prenez ces espèces-là, ces espèces forestières, chêne, charme, hêtre. Par contre, à la dégustation, on s'aperçoit qu'il y a un certain niveau de tanin dans les feuilles vertes, mais ça explose dans ces feuilles-là. En fait, si vous regardez l'astringence explose là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait la plante incorpore des tanins, synthétise des tanins dans la feuille qui va tomber, des tanins qui sont incolores, jaunes ou rouges. Vous avez tout le temps des incolores, et puis vous avez des fois des jaunes, des fois des rouges, et ça explique que les couleurs obtenues ne soient pas tout à fait les mêmes. Par contre, si vous goûtez maintenant la feuille brune, elle, vous ne sentez absolument pas de tanins. Alors, où sont-ils passés ? C'est tout bête, hein. Le brunissement de la feuille, c'est comme le brunissement de la pomme de tout à l'heure. Quand la cellule meurt, les tanins sortent, s'attachent aux protéines et subissent les attaques de l'oxygène pour former le dérivé brun qu'on avait sur la pomme. Vous y êtes, du coup ils sont plus mobiles. C'est tout bête. Donc, on a compris pourquoi les feuilles rougissent ou jaunissent, et puis pourquoi elles brunissent. Et ça, c'est la question d'étudiant de base. On finit par ne plus poser de questions sur les choses aussi simples que le fait que les feuilles sont brunes, mais ce n'est pas évident du tout, puisque quand elles sont tombées, elles étaient vertes, ou jaunes ou rouges. Bon, elles brunissent à cause de ces composés-là. Mais on ne comprend toujours pas pour autant pourquoi la plante fabrique des tanins dans une feuille qui va tomber. Alors il y a plusieurs réponses à ça, mais la chose importante, c'est de bien regarder ce qui va rester. Regardez, la cellule, on a les parois des cellules, là, mais tout le reste des cellules forme une espèce de magma où les tanins se sont accrochés aux protéines et ça s'est accroché à tout ce qui traînait et avec les réactions avec la lumière qui arrive et l'oxygène, ça fait une seule énorme molécule avec des liens chimiques dans tous les sens qu'on appelle un pigment brun. Qui donc est une espèce de gigantesque complexe tanin-protéine plus le reste. Tout l'azote, tout le phosphate est piégé là, sous une forme non mobile. Et ça, c'est génial parce que quand il va pleuvoir sur les feuilles pendant l'hiver, eh bien l'azote et le phosphate restent. C'est pas soluble. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe ? La température remonte, les microbes commencent à attaquer ça. C'est souvent des champignons qui blanchissent les feuilles. Ils libèrent l'azote et le phosphate, et aussi le soufre de ces pigments bruns, au moment où les racines sont actives et le récupèrent. Bref, mettre un maximum de tanins dans ces feuilles, c'est bloquer un maximum d'azote et de phosphate qu'on n'a pas pu récupérer sous forme de pigments bruns, et donc c'est un maximum de promesses que cet engrais retard sera libéré sur vos racines l'année suivante. Voilà pourquoi d'ailleurs ces changements de couleur ne s'opèrent que chez les plantes annuelles, pérennes, les arbres et les arbustes. Les plantes annuelles, l'année suivante, elles ne sont pas là, donc elles n'investissent pas du tout dans la fabrication de tanins, elles investissent dans la fabrication de graines. Donc, vous m'avez compris, ces tanins dans les feuilles forment des pigments bruns qui sont immobilisés pendant l'hiver, mobilisés par des microbes au printemps, ce qui donne des déchets qui permettent de refaire des feuilles. C'est le cœur de la fertilité des écosystèmes tempérés que se cachent dans les feuilles brunes de l'azote et du phosphate. Les feuilles brunes, ce n'est pas juste un décor, c'est une promesse de fertilité et c'est la façon de retenir les nutriments dans les sols à la mauvaise saison pour éviter qu'ils soient évacués par l'eau s'ils étaient sous forme minérale. Et ça fait des paysages comme ça. Maintenant, je vais vous emmener ailleurs.
nous emmener dans des paysages du Connemara ou de ma Bretagne. Et là, en fait, la logique est toute différente. Parce que dans ces endroits-là, d'abord, quand vous regardez l'eau qui coule, dans le Connemara par exemple, elle est chocolatée. Elle est bourrée de tanins oxydés. Vraiment frappant. Et en fait, dans ces coins-là, quand vous creusez, le sol, il est fait de feuilles pas décomposées. C'est ce qu'on appelle la terre de bruyère, hein, vulgairement. Pas décomposées du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces plantes-là sont bourrées de tanins, mais elles en sont vraiment plein. D'ailleurs, on a très très souvent utilisé la bruyère pour tanner. L'histoire, c'est qu'en fait, il y a tellement de tanins qu'une fois qu'une partie des tanins se sont accrochés aux protéines, ben, il en reste qui sont libres. Et comme les tanins, c'est pas bon pour la santé, ben, les microbes, ils n'arrivent pas à décomposer ces feuilles parce qu'elles sont toxiques. Et puis comme il y a tellement de tanins, ben, il finit par en partir dans l'eau et les eaux sont brunes. Donc là, on est sur une logique où il y a tellement de tanins qu'il n'y a pas de décomposition. Alors là, c'est pas tellement vertueux parce que du coup, tout l'azote et le phosphate se retrouvent bloqués dans la matière morte. Bon, les bruyères se débrouillent, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse. C'est pas des terres agricoles, ces terres-là. C'est des terres où il y a des pigments bruns qui se forment, mais parce qu'il y a tellement de tanins, il y a des tanins libres qui restent dans le sol. Du coup, les microbes ont du mal à travailler. Du coup, ça recycle pas. Du coup, les plantes ont du mal à faire des feuilles. On plante jamais dans ces sols-là des salades, du blé, ni rien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces sols-là? Eh bien, c'est les sols à viande. Et ça, il convient de le dire, à une époque où on sait qu'on mange trop de viande, mais des fois, certains voudraient qu'on mange absolument pas de viande. Et c'est une question personnelle, bien sûr, mais collectivement, c'est pas vrai. Il y a de la place pour la viande. Il y a des sols où on peut faire que de la viande. Parce que c'est pas la peine de faire de l'agriculture, ça ne donnera rien. Ou alors, il faudra amener des engrais et tout un tas d'interventions dommageables pour l'environnement. Non, non. Le truc, c'est que voilà, un sol à viande, c'est un sol bourré de tanins. Vous en avez aussi dans les dehesas d'Espagne, où vous avez là des cochons qui se nourrissent grâce à une salive très très riche en protéines, qui des tanins, qui se nourrissent même de glands. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ces cochons les pelotas. Hein, c'est le nom des glands en espagnol parce qu'ils mangent des glands. Et d'ailleurs, les tanins des glands se retrouvent en partie dans la chair et contribuent à l'arôme d'un certain nombre de jambons ibériques. Bon, ils construisent les plantes, ils construisent les paysages, ils construisent la fertilité des sols ou l'infertilité des sols qu'on réservera plutôt à de l'élevage extensif car c'est la meilleure façon d'en tirer de l'alimentation. Vous voyez que ils construisent en fait nos paysages et notre agriculture, et ça on l'ignore des fois. Alors j'en reparle un peu dans mon livre, mais ne cherchez pas à l'acheter, on n'en a plus, sur les sols, l'histoire naturelle des sols que j'ai publié récemment. Mais maintenant je voudrais surtout revenir sur cette image. Vous les voyez les tanins maintenant? Là vous les voyez mieux, hein. Troncs, feuilles mortes, fleurs, bois. Oui. En fait, ils sont là, mais ils ne sont pas nommés. Mais ils sont même dans nos vies parce que nous, on les a recrutés. Je prends toutes leurs propriétés, vous voyez qu'on les a utilisées parce qu'ils sont résistants et imperméables. Tannage, liège. On les a utilisés aussi pour construire. C'est le bois. Et je ne résiste pas à vous raconter pourquoi beaucoup de très vieilles charpentes sont en châtaignier. Le châtaignier, si vous avez goûté du miel de châtaignier, vous savez que c'est bourré de tanins. C'est un des bois les plus tanniques qui soit. Et donc les charpentes en châtaignier, les microbes n'arrivent pas à les décomposer. D'ailleurs, elles ont une autre réputation. C'est que dans les charpentes en châtaignier, il n'y a pas d'araignées. Pourquoi? Parce que les araignées mangent des insectes. Et les insectes du bois, contrairement à ce qu'on pense, ils ne mangent pas du bois, ils digèrent les champignons qui décomposent le bois. Les insectes ne peuvent pas digérer le bois. Ceux qui avalent du bois, en fait, ce qu'ils digèrent, c'est les champignons qui sont dedans. Si les champignons ne peuvent pas s'installer à cause des tanins, alors il n'y a pas d'insectes, alors il n'y a pas d'araignées. C'est vrai qu'il n'y a pas d'araignées sur les charpentes en bois. On a fait des comptages avec mes étudiants sur des charpentes des charpentes en châtaignier. On a fait des comptages sur des charpentes châtaignier et chêne et c'est très très net. Hein. C'est pas qu'une légende urbaine. Ça va? Ouais. Alors, maintenant, ils sont colorés aussi, et ça, on l'a utilisé, n'est-ce pas, par exemple, avec les colorants, avant l'industrie des colorants chimiques, comme la Garance, qui fit des fortunes dans le sud-ouest de la France, dans le sud-est, pardon, de la France, et les beaux pantalons de l'armée française, avant qu'on s'aperçoive que les Allemands prenaient l'habitude de tirer sur tout ce qui bougeait et qui était rouge. Ça fait le nom du Brésil, cette histoire de tanin, coloré en rouge. Pourquoi? Parce que les colorants rouges étaient difficiles à obtenir dans la nature, surtout les colorants stables. Et quand on est arrivé au Brésil, que les Portugais avaient appelé la terre de la vraie croix,
étaient là pour évangéliser. Les premières fortunes n'ont pas été minières. Elles ont été dans l'exploitation des pau-brasil, ces arbres du groupe des Caesalpiniaceae qui ont un bois rouge, réduit en poudre. C'était une manne pour produire des pigments rouges, et ça a fait des fortunes bien avant les fortunes minières. Et le Brésil est devenu le pays du rouge couleur de braise, qui a pris le nom que la vente des tanins lui offrait de prendre. Bon, on a aussi des colorants jaunes, j'insiste pas. On a des colorants aussi qu'on met dans l'alimentation, comme l'orange, du curcuma. Et ça nous amène sur l'idée que, en plus, ils sont odorants et goûtés. Vous savez, il y a une raison toute bête, c'est que nous, on est capable de détecter ces trucs-là pour les éviter, pour éviter d'en manger trop. Mais à petite dose, pourquoi pas? Alors, bien sûr, c'est les tanins du café, voilà, qui sont très oxydés parce que la torréfaction a fait réagir avec l'oxygène, donc là ça brunit beaucoup. Le chocolat aussi a subi des traitements très oxygénés, donc il est aussi brun, mais le velouté du chocolat en bouche, ce n'est qu'une légère astringence. C'est de l'astringence, mais légère, subtile, caressante, c'est de l'astringence. C'est les tanins, mais ils sont très calmés par l'oxydation. Et puis il y a toutes nos épices, myristicine de la noix de muscade, ou les composés comme flûte, je ne me rappelle plus le nom, c'est du persil, mais je ne me rappelle plus le nom du composé du persil. Il y a notamment de la piole, mais il n'y a pas que ça. Bon, du persil et du céleri, l'estragol de l'estragon, l'anisole de l'anis, les acides cinnamiques de la cannelle, cinnamome en anglais, ou le génol du clou de girofle. Tout ça, c'est des tanins, des petits tanins simples, solubles, qui peuvent passer jusqu'aux papilles. Et en fait, ils sont tous toxiques. Ça, c'est neurotoxique. En excès, ça donne des hallucinations et ça donne très très mal au ventre. Les victimes d'une telle intoxication, parce que moi j'aimais ça, j'en avais mis trop, je peux vous dire, ça fait mal au bide. Par contre, on a des rêves bizarres. Et puis c'est très neurotoxique en fait, en grande quantité. Donc pour les rêves bizarres, il y a le cannabis et l'alcool, c'est moins dangereux. Ça, c'est allergène à long terme. Ça, c'est limite toxique. Ça, c'est un très bon conservateur parce que c'est antimicrobien. Et le génol, c'est tellement toxique qu'on l'utilisait en antidouleur. Vous savez pourquoi? Dans les alcools ou dans les plâtres, dans les pansements dentaires. Vous savez pourquoi? Parce que ça intoxique les neurones et il ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que c'est antidouleur. Donc c'est un peu grossier quand même comme méthode. Maintenant, on a meilleur, mais c'est toxique tout ça. Alors pourquoi on en met dans nos aliments? En fait, ces tanins, ils sont très goûtés, ils sont amers, ils sont astringents. Et en fait, spontanément, on n'aime pas ça. Vous allez me dire, non, mais c'est bon, attendez, donnez à un enfant des choses épicées. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant qui goûte un cacao façon ancienne, bien tannique, bien amer? Naturel et non sucré. Et il y a ce rictus qui est un arc réflexe. Ces amertumes, ces astringences provoquent des envies de vider la bouche, des hauts le cœur, et si on exagère, des vomissements. C'est ce qu'utilisent les chats quand ils mangent de l'herbe. Eux sont beaucoup plus sensibles aux tanins. Vous y êtes, donc il y a des réactions de rejet. Donc naturellement, on n'aime pas ça, c'est culturel. On l'apprend. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on apprend à aimer des molécules pas si bonnes que ça pour la santé? Mais ça, il faut remonter à l'époque où on n'a pas de frigo. Comme ils sont antioxydants, comme ils sont antimicrobiens parce qu'ils sont toxiques pour les microbes, ils protègent les aliments, ils conservent les vitamines et ils empêchent le flétrissement des aliments. Ça, c'est des façons d'emmerder les microbes plus qu'on l'est nous-mêmes. Et d'ailleurs, on a des travaux, certes contestés. Là, en plus, je m'aventure dans un domaine qui n'est pas le mien, mais on a des travaux, certes contestés, qui tentent à indiquer que plus il fait chaud en moyenne dans un pays, plus il y a de recettes avec des épices, et plus il y a d'épices par recette. Le minima de ça, c'est l'épissage façon Finlande ou Estonie. On épice avec des céréales grillées ou avec du miel. Et ça s'appelle épicé. Évidemment, l'Inde est quelque part par là. Parce que plus il fait chaud, plus les microbes se développent vite et plus l'oxydation des aliments est rapide. Et en fait, nos anciens, ils ne luttaient pas contre l'oxydation. Ils avaient remarqué que
c'était plus sain de manger quand on avait mélangé avec des épices. Et c'est vrai pour les boissons aussi. Le tanin, je sais que depuis tout à l'heure, certains s'attendaient à un exposé sur le vin et donc ils sont un peu déçus. Votre heure arrive. Les tanins dans le vin, il y en a qui sont issus de la peau, de la chair un peu, mais sous de la peau et des pépins. Ça fait que quand vous avez une macération comme pour les vins rouges ou pour les vins oranges, bah vous avez beaucoup plus de tanins que quand vous pressez avant fermentation. Il y en a aussi qui viennent des fûts. Eh oui. Alors justement, les fûts, c'est fait comment? On assemble les planches, les douelles, n'est-ce pas? On chauffe en 2 temps. Regardez. Donc là, on obtient une jupe parce que au début, les planches, elles sont droites. On chauffe à l'intérieur, ce n'est pas une chauffe prononcée, en mettant de l'eau. Ça ramollit le bois, et qu'on met de l'eau, ça ramollit le bois, et du coup, on va pouvoir cercler par-dessous et obtenir une barrique qui a sa forme finale. Et puis on passe à une deuxième chauffe, qu'on appelle le chauffe organoleptique quand on veut faire sérieux, mais il y a un terme technique qui est le bousinage. Et le bousinage, qui est plus ou moins intense selon la commande du culteur, va détruire la lignine et libérer des petits morceaux de lignine. Ce qui fait que quand vous allez mettre le vin dans le fût, il y aura non seulement les tanins, les petits tanins solubles du bois, mais il y aura aussi les morceaux de lignine détruits. Et selon ce que vous aurez chauffé, vous aurez sur des chauffes légères des petits goûts un petit peu boisés, légers. Chauffe plus forte, vous aurez du vanillé, du café. Chauffe très forte, comme dans les primitivos italiens, vous aurez des goûts chocolatés et une sensation en bouche d'avoir comme du sable. On aime ou on n'aime pas, mais le truc, c'est qu'en fait, on choisit ce qu'on veut. Et le tonneau est non seulement une façon de stocker le vin d'une façon qui lui permet de s'oxyder un peu, mais en plus, façon d'amener du goût au vin, surtout s'il est jeune. Après, si c'est un vieux tonneau, on a des fois des tonneaux centenaires, des foudres centenaires. Là, il n'y a plus que la micro-oxygénation, il n'y a plus d'effet de goût, effet de contenant microporeux. Mais sur les fûts jeunes, il y a effectivement des tanins. Et alors, on peut être amusé de la phrase de Pasteur qui disait que le vin peut être à bon endroit considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons. On se dit oui, il avait des accointances dans le vignoble, ce qui est vrai, mais et puis il avait un vrai intérêt pour la fermentation du vin. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, les eaux qui sont autour de la maison sont potentiellement contaminées par des fesses. Boire est un risque de dysenterie. Mais boire du vin ou de l'eau coupée de vin, grâce à l'alcool, certes, mais aussi au tanin, ça protège. Alors il y en a aussi dans la bière, des tanins qui viennent du malt et aussi du houblon, je passe vite. Mais la deuxième façon de purifier l'eau, c'est de la chauffer, mais on ne se contente pas de la chauffer, pour que l'effet dure, on met dedans des tanins. Rooibos, thé, maté, infusion, vous y êtes? Allez, petite expérience dans le rooibos. On va rajouter une goutte de vinaigre dans du rooibos. Et on va voir ce changement coloré qui est souvent la marque des tanins. Vous êtes prêts? Amusez-vous avec toutes vos boissons, vous verrez. C'est chouette, hein? Alors, je vous laisse jouer dans votre cuisine, mais je voudrais conclure sur le fait que les tanins des plantes les protègent, les colorent, les parfument, les construisent et construisent les sols, et que finalement, protègent nos aliments aussi. Nous jouissons de leurs caractéristiques organoleptiques, nous les utilisons et nous construisons avec eux, et nos agricultures doivent beaucoup à nos tanins. Ça mériterait presque un livre, sur quoi je vous remercie de votre attention. Voilà, nous sommes tannés. Hein, Ah, ben quand même. Donc, vous voyez que maintenant, si vous êtes candidat à l'agrégation de sciences de la vie et de la terre, la question sur les tanins, vous êtes tranquille pour avoir le concours. Hein. Donc, effectivement, on aurait aimé vous rencontrer plus tôt. Et peut-être que certains d'entre nous ne seraient pas cuisiniers ou géographes, mais seraient biologistes. On ne rate pas sa vie en géographe, on ne rate pas sa vie en Ah, cuisinier, ben on oui, rate mais sa vie si on ne fait pas ce qu'on aime. voilà, non mais donc merci beaucoup pour cette présentation de quelque chose qui effectivement vraiment
colore nos paysages, nos tasses de thé, et va nous rendre un peu plus curieux de toute cette chimie dont vous avez évoqué les différents éléments dans votre exposé. Peut-être aussi nous replonger dans des manuels. Est-ce que je sais pas, vous pourriez nous conseiller un manuel de chimie pour essayer de comprendre un peu tout ce que vous avez exposé là, ou pas? Bah, c'est dur de vous recommander un bouquin de chimie. Bon, mon collègue Christophe Lavelle fait de très bons livres au muséum que vous connaissez, pour avoir travaillé avec lui, donc des livres justement sur la chimie de l'alimentation. Il y a aussi un abrégé de Linden de biochimie alimentaire qui est finalement assez intéressant à lire, un tout petit peu chimique, mais intéressant à lire. Voilà, son fils d'ailleurs est prof à Poincaré, enfin son beau-fils est prof à Poincaré, donc pas très loin d'ici. C'est un universitaire qui avait fait une très belle introduction à la biochimie alimentaire. C'est un abrégé chez Masson. Je ne sais pas si c'est encore Masson, mais bon, il est encore tout à fait d'actualité. Maintenant, je dirais que trop souvent la chimie reste dans sa tour d'ivoire et elle se prive, et pourtant j'en fais l'éloge de la chimie dans ce livre, hein, elle se prive en fait de ce pouvoir énorme qui est d'expliquer le monde aux gens qui le vivent. Il y a une puissance dans la chimie absolument incroyable. Je donne quelques autres exemples dans le livre Dans des tanins, mais il y a des fois où on explique un nombre considérable d'observations par les propriétés très simples d'une seule famille de molécules. Et ça, c'est vrai que les chimistes ont pas assez, mais tous scientifiques, on a du mal à sortir de notre logique interne et disciplinaire. Ils ont souvent du mal à franchir le mur du réel et à montrer à quel point, en fait, ils peuvent raconter des histoires à tout le monde, parce que c'est ce qui se passe dans votre bouche, c'est ce qui se passe dans votre cuisine, c'est ce qui se passe devant vous dans le sol. Vous cuisinez beaucoup pour observer ce que vous... non? J'observe les autres en train de cuisiner. Bien, on va passer à quelques questions, des remarques. Voilà, on a des micros qui vont circuler. Monsieur, et après madame. Monsieur, au premier rang. Après, madame. Oui. Bonjour, je voulais savoir ce que ça veut dire quand on dit que les tanins s'arrondissent dans le vieux vin. Alors, c'est une bonne question. Bon, j'ai été rapide, hein, parce que, enfin non, j'ai sans doute été trop long d'ailleurs. Mais quand ils s'arrondissent, parce qu'en fait, avec la micro-oxygénation qui s'opère par le bouchon, s'opère par le fût, hein, les tanins réagissent avec l'oxygène et les fonctions phénoliques deviennent des fonctions quinones. Peu importe. Donc, le phénol n'est plus tout à fait pareil. Et là, il n'a plus tout à fait les mêmes propriétés d'interaction avec les protéines. Donc, en bouche, vous allez avoir moins cette impression de rugueux, de râpeux, et vous allez avoir des impressions plus douces, vous sentirez plus la douceur de votre bouche, et donc ce sera plus rond, parce que ce sera tout simplement moins astringent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quinones sont moins solubles dans l'eau. Donc elles ont tendance à passer plus facilement dans l'air. Et ça explique que les vins vieillissants prennent des arômes à la fois différents et souvent plus intenses et plus intéressants. C'est que les tanins sont une réserve d'arômes. En vieillissant, en s'oxydant, ils deviennent insolubles et ils commencent, voilà, quand un vin est mûr, c'est qu'en fait ces tanins sont suffisamment oxydés pour passer largement dans l'air, sont moins affines pour l'eau, alors que les tanins, eux, étaient très bien dans l'eau, hein, mais les tanins oxydés sont plus affines pour l'air, et donc ils vont passer à la fois dans l'air quand vous sentez en olfaction directe, et puis aussi dans l'arrière-nez, et ça donne la rétro-olfaction. C'est ce qu'on appelle vulgairement les goûts, mais qui sont en fait souvent des perceptions nasales, qui demandent une volatilisation. Question là-bas. Alors, j'ai lu votre livre L'origine du monde. Je suis jardinier amateur, mais pas scientifique. Alors, vous en parlez dedans des tanins dans le sol. Est-ce que vous pouvez dire deux mots du rôle des tanins dans le sol? J'ai compris que c'était pas très bien, mais je sais pas si ça dépend la dose. Un petit peu, vous avez vu un petit peu, ça permet de faire des pigments bruns. Et dans les écosystèmes forestiers, ou dans les écosystèmes où il y a beaucoup de végétaux pérennes, c'est le cœur de la fertilité. Maintenant, effectivement, ils sont un peu indigestes, et les sols agricoles sont plutôt les sols agricoles, c'est-à-dire qu'on a mis fait de l'agriculture ou du maraîchage là où c'était fertile. Et c'est plutôt des sols qui sont assez pauvres en tanins, poussent dessus des plantes assez pauvres en tanins, parce que ça va permettre une décomposition rapide. Donc ça va permettre de recycler très rapidement l'azote et le phosphate. On ne va pas avoir une croûte de feuilles comme on a en forêt, qui a autant d'azote et de phosphate immobilisés. Donc il y a deux types. Il y a tout un gradient d'écosystèmes, depuis ceux où il y a très 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 peu de tanins et où ça recycle très très vite,
c'est là où on a installé notre agriculture. Ceux où ça recycle lentement, il y a une bonne réserve de pigments bruns, c'est les sols forestiers. Et ceux, il y a énormément de tanins, et donc il y a non seulement des pigments bruns, mais en plus des tanins toxiques, et là, ça recycle très, 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 très lentement, et ça, c'est très, 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 très peu fertile. Ce sont nos landes d'altitude, ce sont notamment les landes d'altitude des Vosges, enfin les pelouses d'altitude des Vosges, où en gros, bon, on peut mettre des bestiaux, mais c'est tout. C'est les landes d'altitude de toutes les montagnes, et c'est les landes bretonnes. Alors après, dans le livre, j'explique comment on en arrive là, parce que à un moment, c'est un point de fonctionnement, mais qu'est-ce qui fait qu'on va être dans un système à peu de tanins, moyen tanins ou beaucoup de tanins? Mais en fait, le niveau de fertilité des sols dépend des tanins, et pour faire très simple, pas beaucoup de tanins, on fait de l'agriculture, des productions végétales, je veux dire, un peu plus de tanins, élevage ou forêt, beaucoup plus de tanins que élevage, parce que de toute façon, il n'y a pas d'arbres qui poussent. C'est la pire et la meilleure chose du monde, ça dépend lesquelles et à quelle concentration. Et dans l'arsenal des défenses des plantes qu'elles sécrètent dans le sol pour se débarrasser des microbes, qui pourraient agresser les racines, il y a aussi beaucoup de tanins. C'est vraiment antimicrobien les tanins, et du coup ça bloque les processus microbiens. Et l'histoire que je dis, c'est des sols riches, c'est là où les microbes fonctionnent à fond et relâchent l'azote et le phosphate très vite, tandis qu'à l'opposé, les sols pas riches du tout de landes, il n'y a pas de microbes parce qu'il y a trop de tanins, donc ça ne décompose pas, donc c'est pas riche. Bloquer l'azote et le phosphate sous une forme inutilisable. C'est-à-dire que c'est clair, c'est pas mauvais pour la bruyère, mais après, c'est mauvais pour la salade. Vous y êtes. Pour les organismes qui vivent là, c'est très bien, et c'est pour ça qu'ils en font. Si vous êtes un hêtre, le niveau de tanin qu'il y a dans le sol sous le hêtre, c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que vous vivez dans ces conditions-là. Si vous êtes de la bruyère, le niveau de tanin qu'il y a sous... Exactement. C'est pas que l'écosystème est mauvais. Il est très bon pour ceux qui sont là. Sauf que pour nous, il est peu rentable. autre question? Ici, là, il y avait... Non? Parfait. La dernière, nous allons atteindre 10 heures. Quel est votre point de vue sur le French Paradox? Alors, le French Paradox, c'est une vraie observation. C'est que compte tenu du taux de lipides dans notre alimentation, notamment dans le sud-ouest de la France, on devrait avoir beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires. Et on ne les a pas. Et ensuite, il y a la question de l'explication de ça. Alors, il faut savoir que l'exposition au risque cardiovasculaire en fonction de l'alimentation, ça dépend aussi de facteurs génétiques. Et ça, c'est sans doute une des grosses raisons, c'est qu'on n'est génétiquement pas fait comme la moyenne de la population universelle, et donc, et notamment dans certaines régions, la quantité de graisse, on n'est pas aussi sensible au gras, ça entraîne moins facilement des conséquences négatives. J'ai dit moins facilement. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est que si vous prenez le sud-ouest, la graisse est souvent une graisse aviaire, et ça, c'est un peu plus sain pour la santé, même si ce n'est pas aussi sain que les graisses végétales. Donc il y a aussi la question de savoir quelle graisse, et ça c'est un truc important. Hein. Le taux de cholestérol, notamment dans les graisses que l'on consomme, est très important pour l'exposition au risque cardiovasculaire, même si ce n'est pas le seul phénomène. Après, il y a l'autre explication, qui est de dire que c'est parce que nous buvons beaucoup de vin. Et donc que nous sommes exposés à beaucoup de tanins. Alors, c'est vrai que ça peut avoir un effet protecteur, mais on manque de données médicales qui expliquent le French Paradox, cette anomalie en termes d'accident cardiovasculaire. On manque de données médicales qui montrent que c'est vraiment la consommation de vin. On a mis en avant d'ailleurs une des molécules du vin, le resveratrol, qui est un antioxydant qu'on trouve beaucoup dans le vin, et pas que dans le vin. On l'a mis en avant en disant, ben voilà, c'est lui le... Alors ça, c'est de la foutaise par contre, parce que dans le vin, c'est pas l'antioxydant le plus puissant. Or, clairement, dans le French Paradox, si on essaie de l'expliquer par les tanins, c'est l'effet antioxydant qui est important, puisqu'en fait, il va s'opposer à des dégâts induits par l'alimentation trop grasse, des dégâts de radicaux libres notamment. Donc, il est vrai qu'il y a dans le vin des antioxydants, mais le resveratrol n'est pas le plus puissant d'entre eux. Il y a d'autres flavonoïdes qui sont vraiment beaucoup plus efficaces. Pour terminer, c'est une belle histoire, hein, le French Paradox. C'est tellement beau que des fois j'en parle, mais la vérité est que on a du mal à l'expliquer par... voilà, hop, c'était là. Non, c'est pas ça du tout. On a beaucoup de mal à expliquer le French Paradox par le vin, même si ça a été très... Désolé, j'y arrive pas. Même si ça a été très popularisé. Et une fois de plus, pour le resveratrol, c'est pas le meilleur antioxydant du vin.
Et pour terminer sur le vin, soyons très clairs, c'est un amateur de vin qui vous parle. Hein. C'est mauvais dès le premier verre. Le truc, c'est que c'est l'alcool le problème. Après, les antioxydants sont bons, mais vous n'avez qu'à manger des pommes. Des antioxydants que vous voulez. Il y en a beaucoup plus. Ok. C'est pas une raison de ne pas boire du vin. Mais disons-le, la justification médicale du vin, à une époque où l'eau courante est buvable, enfin, est microbiologiquement buvable, puisqu'on découvre qu'en fait, elle est pleine de polluants éternels et de microplastiques et de résidus de pesticides. Bon, mais en tout cas, par rapport à l'époque pasteurienne, c'est sûr qu'on a intérêt à boire de l'eau, mais si possible de l'eau filtrée et plus encore de l'eau en bouteille de verre. Si vous nous avez invités à manger des pommes, vous avez été invité à l'Institut catholique pour dire qu'il fallait manger, que les femmes avaient le droit de transmettre des pommes aux hommes. Dans la Genèse, là, il y a quelque chose qui est troublant quand même. Hein. Moi, je sais pas si je sais pas si c'était une pomme, parce que vous savez, faire de la botanique sur des travaux aussi anciens et des descriptions aussi anciennes et aussi indirectes, c'est difficile. Hein. Mais enfin, si Ève accueillait une pomme, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Il y a cet adage en Angleterre, hein, One apple a day is keeping the doctor away. Et en fait, ça, il y a des preuves de ça. Hein. Alors, c'est des preuves corrélatives, bien sûr. Hein. Quand on regarde la fréquence à laquelle les gens vont chez le docteur et la fréquence à laquelle ils mangent des pommes, mais en fait, ça devrait marcher, je pense, aussi avec les fruits frais en général, il y a une corrélation. Cette corrélation, on va moins chez le docteur quand on mange beaucoup de pommes. Alors après, c'est une corrélation complexe, parce qu'avoir des produits frais à la maison, et notamment des fruits, il y a des biais socioculturels, donc l'exposition aux maladies n'est pas la même aussi pour d'autres raisons. Mais il est certain, effectivement, que cueillir des pommes, peut-être c'était pas autorisé dans certains jardins à certaines époques, mais maintenant il vaut mieux cueillir et manger des pommes, c'est bon pour la santé, surtout si elles sont bio, parce que si elles sont bio, vous pourrez ne pas les peler, et donc les antioxydants, ils sont massés aux frontières, là où l'oxygène risque de rentrer, ils sont dans la peau. On a appris à peler les fruits et les légumes pour des raisons de pesticides, et c'est inepte, car nous enlevons une bonne partie des vitamines, une partie du goût, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Tout le monde n'aime pas la peau de prune, par exemple. Et surtout, le pouvoir antioxydant. Donc des fruits bio, des pommes bio, pourquoi pas. Alors je ne sais pas si Ève a cueilli une pomme bio ou non. Là, c'est pas décrit dans la publication. Voilà, merci beaucoup encore à tous et tous.